Après les récents événements en Égypte, devrait-on parler d'apathie politique, révolutionnaire et populaire de l'Afrique subsaharienne? À la lumière des événements dits printemps arabe, alors qu'on parle de plus en plus d'un monde globalisé, y a-t-il des entraves à l'émergence de toute forme de peuple en Afrique? L'Afrique est-elle coupée du monde ou alors l'évolution des idées en Afrique ne consiste qu'à prôner la paix dans l'aliénation du peuple, comme certaines théories semblent la privilégier? Ou alors la nécessité de la lutte comme l'envisage le philosophe Charles Robert Dimy? L'Afrique noire, sujet de débat, mais pas actrice? Enfin, ne faut-il pas craindre ce scientisme doctrinaire qui tend à vouloir tout dicter? Idéologie, rupture épistémologique, posture politique, réflexion et analyse sont donc au menu de ce jour. Pour en débattre, je vais retrouver tous mes invités de l'autre côté du studio. Donc maintenant, nous avons retrouvé nos invités. À ma droite, on ne le présente plus. Il s'agit de Louis Magloire Kmayou, n'est-ce pas, RFI, Télé Sud, et puis le président de l'APA, n'est-ce pas, l'Association des journalistes africains de France. À ma gauche, le docteur Thomas Ndjombe, qu'on présente lui aussi ici au niveau de AEUD TV, que tout le monde connaît aussi. Et ensuite, le commissaire Zogo, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Donc voilà, comme on l'a mentionné à l'entrée, donc, après les récents événements en Égypte, devrait-on parler d'apathie politique, révolutionnaire et populaire de l'Afrique subsaharienne? Alors, je voudrais commencer par m'adresser justement à Louis Magloire, parce que moi ici, pas de protocole, on se tutoie. Par rapport à cette question, est-ce qu'on peut vraiment transposer les révolutions dites printemps arabe au contexte africain, c'est-à-dire Afrique subsaharienne? C'est qu'en Cameroun, ça a été la même chose. Les gens ont acquis leur indépendance au prix du sang. Donc il y a eu une vraie révolution déjà pour les indépendances. Et quand on rentre dans l'histoire récente, les conférences nationales souveraines ont été précédées par des mouvements que je qualifie pour ma part de révolutionnaires également. Et donc si on considère que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabo-africain est quelque chose de nouveau et d'inédit pour les Africains au sud du Sahara, je crois qu'il y a quand même des choses à rectifier. Il y a une vérité historique à rétablir en reconnaissant que l'Afrique a fait ses révolutions avant ce printemps arabe, et puis que ces pays-là ont peut-être eu un trop-plein, ont eu une période très longue pendant laquelle ils n'avaient pas le droit à la liberté d'expression politique, au pluralisme que l'on a connu en Afrique subsaharienne, et que ça explose avec cette violence-là ne peut être que normal d'une certaine manière. Justement, commissaire Zogo, nous venons d'écouter Louis Magloire essayer d'avoir une vision plus ou moins tranchée, en disant bien sûr qu'on ne peut pas transposer les révolutions arabes dans un contexte subsaharien. Qu'en pensez-vous par rapport justement à cette vision qui est la sienne? Ok, merci à Alain Jules de m'offrir à nouveau l'opportunité de pouvoir m'adresser, m'exprimer sur cette chaîne que nous aimons tant AUD, et j'en profite pour dire un bonjour à tous nos téléspectateurs. La question de savoir s'il faut transposer les fameuses révolutions arabes sur le contexte africain, bien évidemment, rien n'est transposable dans la vie, puisque chaque humain, chaque individu, chaque groupe constitue une entité. Vous convenez avec moi qu'Alain Jules ne saurait être le commissaire Zogo. Ça, c'est pour blaguer. Bon, maintenant, revenons aux choses utiles et essentielles. C'est une question qui s'est toujours posée avec beaucoup d'acuité. Pour nous autres activistes politiques qui militons pour le changement, pour la révolution en Afrique, nous nous sommes toujours interrogés sur l'apathie, ou tout au moins l'indolence des populations au sud du Sahara, mais ce n'est qu'une impression. Comme l'a dit tout à l'heure le compatriote, l'Afrique a eu ses révolutions lorsqu'on remonte aux années avant les indépendances. Vous savez bien, il y a eu une lutte de libération assez violente et sanglante qui a été menée par des nationalistes. Oui, mais sans vous couper, même dans les pays arabes, justement. Bien, y compris dans certains pays arabes, pas tous. Dans un passé récent, avec la chute du mur de Berlin,
Il y a eu le vent d'Est qui a soufflé, les années 90, avec l'avènement du multipartisme en Afrique noire. Beaucoup de pouvoirs ont vacillé avec les fameuses conférences nationales souveraines. C'est des faits historiquement vérifiables. L'Afrique a eu son printemps, ses révolutions. Et à une date toute récente, en 2008, au Cameroun, pour ne pas le citer, puisque c'est notre pays, des milliers de jeunes sont descendus dans les rues pour revendiquer des meilleures conditions de vie. Ils ont été massacrés sous le silence étonnant de la communauté, ou tout au moins de la fameuse communauté internationale qui n'a rien dit. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote. J'étais avec un ami, colonel israélien, lorsque ces émeutes ont éclaté. C'est alors qu'on m'apprend que les Français ont été tués en Banga. Le gouvernement français s'est trouvé dans l'embarras. Que fallait-il faire? Fallait-il annoncer ça au peuple camerounais, savoir que désormais, la France considérait le Cameroun comme un pays stable et acquis, est désormais en guerre. Le gouvernement français a mis ce drame sous le boisseau tout simplement parce que les enjeux au niveau de l'Afrique noire ne sauraient être les mêmes que dans cette zone arabe africaine, vous voyez, Alain. Donc, à mon avis, je crois que l'Afrique noire a eu à faire ses révolutions. J'ai cité quelques exemples. Et un peu avant, il y a eu des révolutionnaires. Les Lumumba, les Nkrumah, les Sankara, Nasser, Sékou Touré et autres, qui ont œuvré, qui se sont battus pour la reconnaissance de la dignité de l'Afrique et de sa liberté, de son indépendance. Le dire de cette manière serait occulter, à la limite même cataloguer l'histoire. L'Afrique noire continue à suivre son bonhomme de chemin, mais les situations ne sont pas transposables. Il faut aussi tenir compte du contexte international. Notre zone sur le plan géostratégique. Et pour ceux qui dominent l'histoire de ce monde, ils n'entendent pas lâcher du lest. Certains pays arabes, sans les insulter, sur le plan des ressources minières, notamment l'Égypte et la Tunisie, ne représentent pas grand-chose. Mais sur peut-être un plan géopolitique, la communauté internationale peut lâcher du lest. Et vous le savez très bien, cette zone, c'est le principal point de ravitaillement des puissances occidentales en matière première. Je causais avec des amis de la DGSE française une fois, je leur ai dit, je ne comprends pas, dans beaucoup de pays, il y a eu des révolutions, des changements de régime, mais qu'est-ce qui se passe avec certains pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le reste? Ils m'ont dit non, le Cameroun pour nous représente énormément, nous pouvons être tolérants pour des pays comme le Mali, sans insulter les Maliens. Mais pour ce qui concerne le Cameroun, c'est des zones ultra sensibles pour l'Occident, des principaux points de ravitaillement en matière première. Leur indépendance énergétique en dépend. Donc il est question, à mon avis aussi, les Occidentaux ne lâchent pas du lest. Je vous ai dit qu'il y a eu des émeutes en 2008, dans mon pays, le Cameroun, où des milliers de jeunes ont été massacrés. Mais cela est passé sous silence, a laissé la communauté internationale indifférente. Allez donc chercher à savoir pourquoi, à mon avis, les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Pourquoi faudrait-il que dans le monde arabo-africain, que la communauté internationale se lève comme un seul homme et décide d'appuyer des mouvements révolutionnaires et que en Afrique, au sud du Sahara, qu'il y ait un noir silence? Je vous laisse vous-même trouver une réponse à cette question. D'accord, monsieur Madron. Alors, docteur Djobé, selon vous, justement, par rapport au printemps dit arabe, est-ce que finalement le mouvement ne peut vraiment pas arriver en Afrique de la même manière? Merci de me passer la parole. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est bien vrai que l'Afrique a connu des révolutions, mais l'Afrique n'a pas encore connu sa révolution, l'Afrique subsaharienne. Il faut contextualiser la chose. À partir du moment où on considère les luttes de décolonisation comme étant des mouvements de révolution, c'est vrai, mais ce n'est plus le même contexte. Le contexte actuel est un problème de libération de la société, du joug de certains individus qui ont tendance à s'accaparer le pouvoir. C'est un problème de modernisation même de l'entité politique. Donc nous ne sommes plus dans l'ère de la décolonisation, nous sommes dans une ère qu'on dit post-coloniale. Donc dans la post-colonie, actuellement, on sait qu'il y a eu un certain développement de la politique, mais cette politique est encore restée, on pourrait dire, dans un état embryonnaire. C'est cet état embryonnaire-là qu'il faudrait pouvoir dépasser.
comment dépasser cet état embryonnaire? Il faut donc révolutionner la condition politique et les conditions même de vie et de développement des sociétés pour qu'elles apparaissent maintenant à une véritable modernité. Donc, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que on parle de révolution, on parle de création d'une entité politique, mais l'entité politique a-t-elle vraiment une image d'une nation? Est-ce que c'est une entité politique homogène? Il y a une réelle hétérogénéité des entités politiques africaines à cause de cette image de l'ethnie, d'une part, à cause de l'impossibilité de créer une véritable nation. D'autre part, cette impossibilité de créer une véritable nation implique une impossibilité de parler de peuple. À partir du moment où on n'a pas une référence symbolique fondamentale qui détermine l'union du peuple, comme par exemple dans cette partie supérieure de l'Afrique, c'est-à-dire dans le Maghreb, par exemple, cette entité symbolique, c'est la religion. C'est-à-dire que tous arrivent, du moins la majorité de la population arrive à se reconnaître à travers cette entité politique qui apparaît comme un élément identificateur. Donc c'est cela qui donne comme une certaine identité à tout le peuple, à un moment donné, en dehors de la nomination même de l'État. Parce que la nomination de l'État, elle aussi, elle peut donner une identité à chaque individu. C'est pourquoi on dira, lui c'est un Égyptien, lui c'est un Marocain, lui c'est un Camerounais, lui c'est un Ivoirien, et ainsi de suite. Cette entité-là est dépassée par une autre entité identificatrice qui est la religion. Et qu'est-ce qui se passe dans cette partie? C'est que ces individus ont besoin de faire valoir. En fait, si vous regardez au fond, ils ont envie de faire valoir cette identité religieuse contre l'identité nationale elle-même, qui est celle qui pourrait entrer dans la modernité. Donc il y a comme un encellulement, un encastrement de la réalité sociale à travers un élément symbolique qui n'est pas ce qui devrait être la base même de la vie sociale, qui est la religion. Par conséquent, je dirais que ce qui manque donc à l'Afrique subsaharienne, c'est cet élément identificateur. Si toute l'Afrique subsaharienne pouvait avoir un élément symbolique d'identification à travers lequel tout le peuple pourrait se reconnaître comme étant un seul peuple, à partir de ce moment-là, il y aurait donc possibilité de révolution et possibilité de modernisation. Et même, on parle aujourd'hui de post-modernité, on parle même plus de modernité. Donc, pour moi, je dirais c'est parce que la conscience politique dans l'Afrique subsaharienne est encore restée à son état embryonnaire. Bon, justement, oui. J'ai bien entendu l'analyse. Les deux seules réserves que je peux apporter par rapport à ces analyses, c'est, dans un premier temps, quand on prend des pays qui ont été des pays colonisateurs, comme l'Italie, comme la Turquie, leur unité à la fois nationale et sociale ne s'est pas établie du jour au lendemain. Ça a été un très long combat, ça a été un très long chemin. La France aussi. À parcourir. La France également. Donc, ces pays-là, la construction de l'identité nationale ne permet pas forcément de se projeter sur la révolution. En revanche, pour le thème sur lequel nous sommes, celui de savoir si l'Afrique a réussi ou pourra transposer le modèle de révolution ou pas, aujourd'hui, dans une société de communication, ce sont les médias qui font les révolutions, pour la plupart du temps. Quand il n'y a pas d'écho médiatique donné à une révolution, on a l'impression qu'il n'y a pas de révolution. Faites une grève dans le fin fond de l'Oise, s'il n'y a pas un seul média qui vient, médiatiquement, vous n'existez pas, donc vous n'existez pas du tout. Faites une pseudo-révolution avec 25 caméras, comme le mariage gay qu'on a eu en France, le premier mariage gay. On crée un événement. Et voilà pourquoi aujourd'hui on est dans l'impression que l'Afrique n'a jamais fait de révolution. Dans les années 90, pour ceux qui étaient au Cameroun, qui étaient au Congo, qui étaient dans tous ces pays qui ont été en ébullition, tout le monde sait ce qui s'est passé. Qui en a parlé à l'international? Très peu en ont parlé. C'est quand Mobutu tombe qu'on a l'impression qu'il se passe des choses. Quand le président roumain se fait assassiner Ceausescu avec sa femme, il y a un événement. Parce que les caméras y sont, parce que toutes les agences braquent leur attention sur ce point focal. Or, aujourd'hui en Afrique, l'on veut juste récupérer, en quelque sorte, la notoriété médiatique de ce qui s'est passé dans le Maghreb pour faire exister des révolutions
qui ne partent pas d'elles-mêmes. En 2008, les émeutes que les jeunes ont causées au Cameroun, voilà. Personne n'en a parlé, pourtant c'était légitime. Il n'y avait aucun parti politique derrière. Il n'y avait pas de possibilité de récupération. Or, il n'y a pas eu de suite, parce que médiatiquement, personne n'en a parlé. Et donc, le vrai enjeu aujourd'hui est de savoir si on peut faire coïncider à la fois le temps de la révolution et le temps médiatique. Et ça, c'est vraiment l'équation à résoudre. Mais justement, lui m'enlève ça de la bouche. J'étais en train de vouloir poser la question au docteur Njombe, de savoir si, maintenant, quel est ce que les Africains, c'est-à-dire subsahariens, peuvent réellement faire pour aussi avoir ce modèle de révolution-là. Parce que, à partir du moment où, au Maghreb, et bien évidemment en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Égypte et la Libye, il y a le socle commun qui est l'islam. Comment on peut faire chez nous, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne, pour pouvoir, parce que bon, on a vu récemment en Égypte, hein, comment en 48 heures, le peuple, parce qu'il faut le dire, le peuple a déposé Morsi. L'armée a été obligée de suivre. Est-ce que, comment faire? On va s'appuyer sur quoi en Afrique justement pour arriver à un tel résultat? En fait, c'est là où se pose la véritable question. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on puisse définir un peuple dans chacune des nations qui sont dans l'Afrique subsaharienne. Le peuple ne se situe pas comme peuple. À partir du moment où il y a des éléments séparateurs, symboliques qui sont comme l'ethnie, la tribu et ainsi de suite, ces éléments séparateurs-là créent une désidentification sociale. C'est-à-dire que les individus ont tendance à croire que cette société n'est pas véritablement la leur. D'où la notion, au Cameroun par exemple, de « je suis là, je me sers ». Chaque individu qui est à un poste doit se servir rapidement, de même que les siens, parce qu'il se dit qu'à un moment donné, il ne sera plus là. Et les siens, c'est qui? Ce n'est pas le peuple, non. Les siens, c'est ceux qui sont de la même tribu ou de la même ethnie que lui, parce que c'est toi, c'est que dans cette partie-là, on vit donc dans une insécurité permanente, tant de l'être, de soi-même, tant de la vie, que même de la politique. Parce qu'il n'y a pas d'élément stabilisateur même de la politique elle-même. Donc il n'y a rien à faire alors? Parce que c'est ça justement. Non, il y a à faire. Non, il y a à faire. En fait, c'est comme nous voulons dire. En fait, c'est un signal d'alarme. C'est qu'il faut déjà qu'on arrive à créer un peuple. Tant qu'on va dire que lui est femme ou Betty, et l'autre là-bas est Bangléké, et lui il est Sawa, et ainsi de suite. Tant qu'on va continuer à le dire et s'identifier à travers ces éléments négateurs, ce sont des éléments négateurs, on ne pourra pas créer un peuple. Et justement, commissaire Sogo, la solution, c'est laquelle? Comment créer un peuple? On peut se reconnaître en tant que peuple à partir de quels éléments? En soi, on n'a pas besoin de raboter, hein, parce que même le fait d'être Bamileke, femme ou autre, c'est pas un élément de négation par rapport au groupe. Mais je crois que vous... Oui, moi, encore une fois, je prendrai à contre-pied tous les arguments développés par le compatriote, le docteur Njombe. Les révolutions arabes, lorsque vous parlez du socle commun qu'est la religion, moi je vous dirais une chose. Qu'est-ce qui est à la base des révolutions arabes? C'est la misère, c'est le chômage. C'est ça qui catalyse ces révolutions. L'on parle toujours d'une relation de cause à effet. Tout part d'un fait banal. En Tunisie, le jeune Mohamed, je crois, Bouazizi, qui s'immole, c'est un jeune bardé de diplôme qui a du mal à trouver un emploi lui permettant de survivre. Beaucoup de Tunisiens se reconnaissent en Mohamed. Ils estiment que des Mohamed, il y en a beaucoup. Ça n'a pas été une révolution théocratique, non. Et puis, je vais plus loin. Lorsque vous lisez un article très intéressant publié par Béchir Ben-Yamed, lui parlait après le printemps arabe, il y aura certainement l'hiver islamiste. Ça veut dire l'acte 2 de la révolution égyptienne s'inscrit justement dans ce rejet du socle commun qu'est la religion. Qui ont été les initiateurs de l'acte 2 de la révolution actuelle égyptienne? Ce sont des laïcs. Ce sont des laïcs qui voulaient refuser cette imposition d'un État théocratique sur les bases de la charia. C'est même le fait déclencheur de cette révolution. Loin de penser que l'islam a été, ou tout au moins la religion musulmane a été le socle commun. Et puis bien plus, moi je m'attendais plutôt à un effet à contrario. Qu'est-ce qui suscite
l'intérêt de la communauté internationale pour avoir un regard assez attentif et vigilant sur le monde arabe en ébullition. C'est la crainte de l'islamisme. Je m'attendais à ce qu'on le dise. Les Américains, les Européens ont un regard très attentif sur tout ce qui se passe dans ce monde, tout simplement parce qu'à leur avis, la plus grande menace contre l'Occident, c'est la montée en puissance de l'islamisme. Je ne parle pas de l'islam, de l'islamisme. Et bien évidemment, Béchir Ben Yamé l'écrivait qu'après le printemps arabe, il y aura l'hiver islamiste où les gens vont rejeter en bloc. Pour revenir sur le Cameroun, le compatriote Kemayou, qui est d'ailleurs de la communication, évoque un sujet assez important. Il ne faut pas négliger ce que j'appellerais ici ces forces et puissances tapis dans l'ombre qui considèrent l'Afrique noire, ou tout au moins l'Afrique subsaharienne, comme une vache à lait et qui ne sont pas prêts, je le dis. Et j'ai une vision un peu sécuritaire de la chose. Bien évidemment, peut-être c'est une déformation professionnelle. J'ai eu accès, sans aucune prétention, à certaines informations confidentielles sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais la France-Afrique. L'Afrique, plus particulièrement l'Afrique noire francophone, a des accords militaires très solides avec la France. Et peut-être vous ignorez que la France supervise, protège les chefs d'État d'Afrique noire francophone en vertu des fameux accords militaires signés entre la France du général de Gaulle et cette Afrique. Et en retour, ces chefs d'État qui bénéficient de la protection, de l'onction de la France, ils leur ouvrent un boulevard pour l'exploitation des ressources minières et naturelles. Les questions d'indépendance énergétique sont cruciales. Pour comprendre le monde actuel, il faut avoir un regard très attentif sur le ravitaillement en matières premières. Vous irez même au niveau de la Pax Americana, toutes ces grandes guerres provoquées en Irak. Et je vous prendrai l'exemple tout bête. Il y a eu une révolution en Tunisie. Jamais l'Occident n'a accompagné la révolution par ce que j'appellerais ici une invasion militaire. Il y a eu une révolution en Égypte. Jamais l'Occident n'a prêté main forte aux révolutionnaires. Bon, allez donc chercher à savoir pourquoi l'Occident a prêté main forte aux révolutionnaires libyens. J'ai avec moi un géostratège. Et pourquoi l'Occident hésite à prêter peut-être main forte aux révolutionnaires syriens? Mais la Libye représentait un enjeu énorme pour l'Occident. Il était question de sécuriser l'une de leurs principales sources en ravitaillement. L'Occident n'entendait pas lâcher du lait sur cette zone, docteur Njombe. C'est des arguments qui paraissent négligeables, mais je vous le dis, il faudra l'observer de très près pour mieux comprendre et percevoir les enjeux dans cette zone. Nous n'avons pas négligé les enjeux géopolitiques et géostratégiques. On ne les a pas négligés. C'est que nous étions encore en train de définir l'élément fondamental qui pourrait mener ou pas à une possibilité ou alors à une possible révolution. Avant d'en arriver à cette partie-là, qui est des enjeux. Je vous pose juste une petite question, avec la permission du modérateur. Vous estimez que l'Afrique subsaharienne n'est pas une entité homogène et politique? Vous parlez pas de... Vous déniez l'existence des peuples. Peut-être vous attribuerez notre qualificatif de peuplade. Vous pensez vraiment que l'Afrique subsaharienne... Non, je n'ai pas dit... Vous pensez vraiment que l'Afrique subsaharienne, qu'il n'y a pas un peuple, qu'il n'y a pas une nation? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je crois qu'on se comprend mal. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, quand on parle de nation, c'est qu'il y a un socle commun identificateur. Oui. Alors que nous avons encore affaire à des États où le socle commun identificateur est plutôt séparateur à partir du moment où il y a éléments d'ethnie. Je crois que dans la plupart des nations africaines, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de donner plus d'importance à la situation ethnique, à certains groupes tribaux et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les individus même qui dirigent ont à y gagner. Ils savent que plus ils arrivent à diviser le peuple, plus les individus ne peuvent pas réaliser une véritable union. À partir de ce moment, cela va continuer à asseoir leur pouvoir. Moi, je pense qu'il faut plutôt parler en fait de la manipulation ethnique
de la part de ceux qui tiennent le pouvoir dans ces zones. Mais le peuple, il est réel. On va revenir justement dessus, pour que lui essaie d'avancer sur... Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'on a pendant très longtemps analysé l'Afrique politique sous un angle très ethnique, ce qui n'a vraiment pas de sens. Et aujourd'hui, même si nos dirigeants continuent d'exploiter cet élément comme un élément diviseur et facilitateur pour leur règne, je crois qu'on devrait abandonner cet élément-là. En Tunisie, vous le rappeliez, la révolution s'est faite, mais elle ne s'est pas faite que sur la base de la misère. Elle s'est faite aussi sur la base d'un problème presque de riche. C'est que la Tunisie a réussi dans son système éducatif à produire une vraie élite intellectuelle qui pouvait, le moment venu, servir à tous les niveaux. On a vu avec les décentralisations des call centers et d'autres opérations que la Tunisie commençait à devenir une vraie plateforme pour l'économie de ces pays-là. Et donc ça, c'était arrivé à un stade où on n'a plus besoin de lutter contre l'analphabétisme, mais de trouver du travail à tous les diplômés qui sortent d'école, qui sortent des universités. Or, la Tunisie ne pouvait plus absorber ce tissu-là. Parce que les diplômés étaient là, l'argent existait, il y avait une classe moyenne à peu près, mais l'État ne pouvait pas continuer d'absorber. Les entreprises privées non plus ne pouvaient pas forcément absorber. Du coup, l'on est dans l'informel, que l'on retrouve aussi bien dans le Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Et donc c'est l'élément fédérateur peut-être que l'on peut trouver entre les deux zones géographiques. Et là, ça repose la question de l'intégration africaine. À quoi sert l'Union africaine si on ne peut pas réussir, après plus de 50 années d'existence, à créer une identité des peuples, à créer une vraie union des peuples africains? C'est un chantier sur lequel l'Union africaine devrait vraiment en urgence se pencher, parce que si nous n'arrivons pas à faire de plan pour l'Afrique en tant qu'Africains, les Américains en ont un, les Chinois en ont un, l'Union européenne en a un. Et celui qui n'en a pas, malheureusement, c'est l'Afrique. Le principal concerné? Le principal concerné n'arrive pas à définir lui-même ce qu'il est et comment il va se projeter sur le plan international. Et toute l'inquiétude, elle est là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si l'Union africaine veut réussir son entrée, enfin pas son entrée, mais réussir à consolider sa place sur la scène internationale, elle devrait donner davantage de place aux populations qui, elles, arrivent à dialoguer et aller à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. C'est vrai qu'il n'y a pas une facilité de circulation parce que la libre circulation des biens et des personnes n'est pas encore appliquée, mais entre les peuples, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez les mêmes populations tant au Gabon qu'au Cameroun. Et vous retrouveriez ça dans de nombreux autres pays. Je prends juste un exemple qui est un triangle très intéressant. C'est la frontière entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Pour ne pas parler du Cameroun, parce que c'est la même zone avec le lac Tchad. Vous avez un Nigérien commerçant qui veut quitter son pays pour venir acheter des choses au Cameroun ou au Tchad. Il a du franc CFA, c'est la monnaie de son pays. C'est le même CFA qui est utilisé au Cameroun et au Tchad. Mais il ne peut pas acheter avec son franc CFA au niveau du Cameroun ou au niveau du Tchad. Pour quelle raison? Pourtant, il n'y a pas de banque aux deux frontières. S'il part de chez lui pour aller acheter au Tchad, il faudrait qu'il remonte d'abord à la capitale, à Niamey, pour faire convertir ses CFA d'Afrique de l'Ouest en CFA d'Afrique centrale, avant d'enchaîner sur le Tchad. Pourquoi? Nous plombons la vie économique et sociale à nos frontières pour des raisons ridicules, externes à notre vécu quotidien. Donc l'Afrique devrait commencer à se penser elle-même, à se projeter elle-même sur le plan international et fixer ses règles du jeu. En termes d'intégration, nous commerçons très peu entre nous. Le commerce intra-africain représente moins de 3% de la masse d'argent qui est brassée en Afrique. Donc on devrait se poser toutes ces questions-là et mettre les priorités là où elles doivent être. Donc finalement, j'espère que vous allez rebondir dessus, parce que finalement les révolutions servent à quoi? Est-ce que s'il y a une révolution au Cameroun, une révolution probablement au Tchad à côté, pays frontalier, elles serviront à quoi? À partir du moment où on n'arrive pas à se prendre en charge, nous Africains, à partir du moment où nous sommes essentiellement observateurs, même pas acteurs de notre propre situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'est mis en difficulté. Il y a un besoin de changement de paradigme. On est dans un problème où on sait qu'on a la base d'analyse est mauvaise et on s'attend à ce que le résultat de l'analyse soit bon.
C'est pas possible. Si on part sur une mauvaise base, forcément on obtient de mauvais résultats, même avec les plus brillants analystes. Aujourd'hui, le monde occidental est en crise à cause des modèles qu'ils ont créés. C'est leur propre venin qui est en train de les tuer au niveau de leur économie et de leur société. Donc on ne va pas partir sur les mêmes bases. Si c'est mauvais, on rejette et on passe à autre chose. L'Afrique aujourd'hui doit se penser par elle-même. On a une économie informelle aujourd'hui. Quand on mesure les indices de richesse ou de pauvreté, on les mesure sur quelle base? L'économie est très formelle en Europe. Elle est très informelle chez nous. L'informel occupe plus de 70% de notre économie. Comment vous mesurez cette richesse-là? Vous n'avez aucun instrument pour le faire, puisque c'est informel, c'est normal. À côté de ça, quand on ne commerce que pour satisfaire les intérêts du commerce international, que vous vendez du cacao, du café, que vous songez pas à nourrir votre population, il est normal que vous soyez à la merci de la première bourrasque venue, qu'elle soit économique ou géostratégique. Donc il y a tous ces éléments-là qui doivent entrer en ligne de compte. Et si révolution il y a, c'est déjà celle de dire qu'on change de paradigme pour ne plus rester à la merci de tous les vents extérieurs qui vont souffler. Voilà. Et justement, donc, pour ça, il faut quoi? Une entente de tous les chefs d'État africains? Ou alors finalement une révolution et avec de nouveaux hommes? Est-ce qu'il y a des hommes aujourd'hui en Afrique capables de pouvoir apporter un changement? C'est ça vraiment la question et j'espère qu'on va pouvoir... Je parlais de la monnaie tout à l'heure. En Afrique de l'Ouest, il y a plus de 25 ans qu'ils ont imaginé une monnaie qui permettrait de traverser les frontières linguistiques et ex-coloniales. C'est-à-dire qu'à la place du franc CFA aujourd'hui qui est utilisé en Afrique de l'Ouest francophone, on pourrait avoir une monnaie. Et ils ont déjà fait toutes les simulations. Ça fait 25 ans que ça existe. C'est dans les tiroirs. Ils ont une monnaie qui leur permettrait de commercer entre eux librement du Ghana au Nigeria, voire jusqu'au Sénégal, sans aucun problème. Mais il faut passer le cap de dire on a réussi l'analyse, maintenant on entre dans la phase pratique. La phase pratique ne prend pas. Parce que la Côte d'Ivoire a peur, parce que le Bénin a peur, pour plein de raisons. Mais si on arrive déjà à unifier tout cela et à dire nous avons une monnaie sur laquelle nous avons des marges d'action, comme les Britanniques qui disent on n'entre pas dans l'euro parce que nous n'arrivons pas à jouer sur les instruments économiques pour stabiliser notre économie, faisons cela. Ayons une banque centrale, le Rwanda l'a fait. Faisons une banque centrale qui nous permettra d'être maître de notre jeu, maître de notre destin en matière économique. Et ça changera la donne. Ça ne révolutionnera peut-être pas, mais ça permettra de réussir le miracle rwandais qui a fait que de 1994, où le pays était dans un état où on sortait du génocide, donc le pays était par terre, il n'existait plus, en moins de 4 ans, il a réussi à devenir l'une des économies les plus compétitives du continent africain. Ce n'est pas la superficie, hein, ce n'est pas la population. On sort d'un génocide après une fois. Mais ils ont réussi avec une banque centrale propre à produire aujourd'hui un modèle économique qu'on pourrait leur envier les autres pays francophones autour.